Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 4e partie de ma série sur les glucides, puis vous avez tellement semblé avoir apprécié la première partie que ça m'a tellement motivée justement de continuer à vous répondre, tout ça. Mais mon Dieu, qu'il y a beaucoup de commentaires, fait que j'ai eu de la difficulté à répondre à tout le monde. Je suis désolée si je vous ai pas répondu, mais je vais me rattraper avec la vidéo d'aujourd'hui qui se trouve être une espèce de foire aux questions avec les meilleures questions que j'ai trouvées dans la liste des commentaires de mes vidéos, sur Instagram aussi, sur Facebook. Donc, j'ai tout regardé ça et j'ai sélectionné 5 questions qui étaient vraiment cool ou 5 petits commentaires qui apportaient comme de l'information supplémentaire. Puis je pense que c'est intéressant qu'on aborde ces petits sujets-là pour compléter la boucle des glucides. Donc, la première question-affirmation venait de Jason qui a parlé sur Facebook et qui nous a comme partagé son expérience personnelle de perte de poids et il mentionnait avoir essayé la diète avec beaucoup de glucides puis pas avoir aimé ça tant que ça, avoir finalement essayé une diète qui était plus keto. Puis avec cette diète-là, il a réussi à perdre 85 livres, donc c'est vraiment considérable, là. Vraiment, vraiment bravo. Mais moi, je disais que dans mon autre vidéo, il y a peut-être des risques de reprendre du poids. Puis je pense que ça a été un peu mal compris parce que vous n'allez pas nécessairement tout reprendre le poids à cause de l'eau qui s'accumule avec votre glycogène dans vos muscles puis dans votre foie. Là. C'est pas... Vous n'allez pas prendre les 85 livres en eau dans votre foie puis dans vos muscles parce que ça fonctionne juste pas. Vous avez quand même perdu du gras concrètement, puis ce gras-là, il ne reviendra pas tout de suite, pas, en tout cas pas rapidement en mangeant des glucides. Donc, il parlait que oui, c'est vrai que quand il remange des glucides, il reprend peut-être, mettons, 5 livres, peut-être après quand il se repèse, mais il peut le reperdre super facilement aussi, ces 5 livres-là. Donc, ça, c'est un point que je voulais juste mentionner un peu plus clairement, c'est que vous n'allez pas reprendre le gras que vous avez perdu, vous allez seulement reprendre l'eau qui s'est dans le fond, qui est sorti de vos muscles puis de votre foie. Donc, pour moi, le risque avec la diète vraiment low carb, c'est plus parce que les gens qui vont l'adopter sont pas nécessairement super habitués avec ce genre de diète-là. C'est pas leur habitude alimentaire normale de manger pas beaucoup de produits céréaliers, pas beaucoup de pain, pas beaucoup de riz, tout ça. Donc, ils vont essayer de faire des efforts et en faisant ces efforts-là pour manger des choses qui leur plaisent pas vraiment, quand ils vont atteindre leur objectif de poids, ils vont peut-être être portés plus facilement à retourner à leurs anciennes habitudes alimentaires. Puis si on pense que pour perdre du poids, oui, il y a un déficit calorique, mais si vous décidez que vous retournez à vos anciennes habitudes alimentaires puis que vous remangez les mêmes portions que vous mangez avant avec bien des glucides puis tout, mais c'est sûr que vous allez reprendre votre poids. Donc, c'est peut-être plus ça le problème, c'est que la diète cétogène est plus difficile à maintenir à long terme dans notre vie actuelle, sauf que si vous avez de la facilité à maintenir une diète cétogène, si vous vous sentez bien, faites-le, mais peut-être pas dans les extrêmes. J'irai pas dans le gros extrême, j'irai dans le moyen moitié. Puis de toute façon, je vais revenir sur ce sujet-là tantôt sur comment choisir nos besoins à nous. Puis moi, je pense que il va falloir que vous personnalisiez en fonction de vous, comment vous vous sentez. Donc, c'est beaucoup d'essais-erreurs, là. Ma deuxième question, qui se trouve être une affirmation, venait de la part d'Isabelle, puis elle mentionnait que oui, une diète qui contient en bas de 130 grammes de glucides par jour, entre 125 grammes de glucides par jour, pouvait entre autres causer des déficiences en micronutriments, en fibres, puis c'est vraiment pas nécessairement quelque chose qui est facile à maintenir à long terme. Donc ça, c'était comme confirmé selon ce que moi j'avais dit, mais elle aimait apporter justement une petite nuance dans mes recommandations. En fait, elle mentionnait que peut-être que les apports nutritionnels de référence qui ont été décidés par Santé Canada, donc moi, ce que je vous recommande, peut-être que c'est pas nécessairement la meilleure chose à suivre. En fait, elle mentionne que 30 à 40% de nos apports quotidiens en énergie qui seraient consommés sous forme de glucides, ça pourrait être une bonne cible. Dans le fond, on pourrait les compléter avec les protéines et les lipides, donc intégrer un peu plus de protéines, puis peut-être un petit peu plus aussi de lipides, si j'ai bien compris, puis que ça serait quand même super sain. Puis elle, dans sa façon de voir les choses, c'est que ça serait suffisant de consommer cette quantité-là de glucides parce qu'on va aller les chercher principalement dans les légumes et dans les fruits. Donc, ça va faire en sorte qu'on n'aura pas vraiment de problématique au niveau de la quantité de fibres qu'on consomme, ni au niveau de la quantité de vitamines et de minéraux. Donc, il n'y aura pas de carence. Donc, ça serait quand même super bien. Donc, moi, ce que je voulais apporter à ça comme nuance, c'est que oui, les apports nutritionnels de référence ont été validés pour la dernière fois en 2006. Donc, ça fait quand même pas mal longtemps. Et qu'à ce moment-là, oui, ils recommandaient le 45 à 65% de vos apports caloriques quotidiens sous forme de glucides pour la population générale, donc pour les gens qui ne s'entraînent pas vraiment.
ou en tout cas qui s'entraîne normalement. Et il recommandait aussi de ne pas passer sous la barre du 130 grammes de glucides par jour. Pour ce qui est des protéines, il y avait aussi des recommandations qui étaient quand même pas mal basses à mon avis. Donc, il recommandait le 0,8 grammes de glucides par kilogramme de poids corporel. Donc ça, c'est un calcul à faire que vous pouvez faire chez vous à la maison si vous voulez. Mais moi, je pense que cette recommandation-là est peut-être un petit peu trop basse. Puis au niveau des protéines, il recommandait, pour ce qui est du pourcentage, 10 à 30% de nos apports caloriques quotidiens sous forme de protéines. Ce qui veut dire que moi aussi, je trouve que c'est pas beaucoup de protéines dans leurs recommandations. Donc, si on augmente les protéines, c'est certain que la catégorie glucides va réduire un petit peu. Puis la dernière chose que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est que si on réduit nos glucides, bien, éventuellement, on augmente les protéines. Puis pour augmenter les protéines, c'est pas si facile que ça d'aller les chercher dans des végétaux. Tu sais, oui, on veut bien manger des légumineuses, tout ça, mais on va aller chercher des glucides avec. Donc, la seule façon de manger plus végétalien ou de manger plus de protéines végétales, ça serait de manger beaucoup de tofu. C'est pas nécessairement la meilleure idée du monde de manger juste du tofu dans une journée. Puis sinon, autrement, si on veut atteindre ces besoins-là, bien là, il faut aller chercher les fromages ou les œufs ou tous les produits d'origine animale, les produits laitiers, ou sinon la viande. Puis ça, c'est un autre problème qui vient là-dedans. Donc, tous les produits d'origine animale, bien, il y a peut-être des risques associés avec une trop grosse consommation de ces produits-là. Donc, si on mange plus de protéines de ces sources-là, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Donc, en choisissant les légumineuses, ben ça va avec le fait qu'on va manger plus de glucides. La troisième question vient de Marie-Ève et de Kim. Donc, ils ont posé la question par rapport à le mythe qui date de full longtemps, mais qui est encore en vie en ce moment, puis que tous les coachs, là, ils nous disent tout le temps de faire ça, là. C'est quoi? Il faut pas manger de carbs en soirée. Les glucides, le soir passé, 3 heures ou tout ça, là, non. Vous n'avez pas le droit. C'est dangereux. C'est comme si votre corps était une bombe atomique puis qu'elle explosait si vous mangez des carbs. Mais non. Pour de vrai, les études là-dessus, ils prouvent pas qu'il y a un impact si significatif que ça de manger des carbs le soir. En fait, le seul problème qui peut venir avec la consommation de glucides le soir, c'est le fait que quand on pense aux glucides qu'on mange le soir, souvent, c'est quoi? Ben, c'est peut-être les petits chocolats qu'on mange en soirée en écoutant un film sans réfléchir. Donc, on mange un peu trop. C'est peut-être les chips qu'on mange aussi sans réfléchir, en pigeant comme ça sans arrêt, fait qu'on en mange vraiment encore trop. Même chose avec les desserts ou avec les pâtes qu'on mange le soir au souper puis qu'on se fait des bols giga gros parce qu'on arrive de travailler puis qu'on a tellement faim. Puis on met pas juste des pâtes là-dedans, là. On met de la sauce genre crémeuse avec ben du beurre puis on met du fromage, on gratine ça puis on fait un genre de meal de la mort. Mais dans ce temps-là, c'est sûr qu'on va aller chercher plus de calories puis c'est sûr que c'est pas la meilleure idée du monde. Mais de répartir les glucides dans la journée puis d'en le soir, je pense que c'est quand même une bonne idée. Puis moi, personnellement, je mange toujours des glucides le soir. Donc, si vous me connaissez depuis longtemps, je fais des mug cakes au chocolat le soir, tout le temps, quasiment, avant d'aller me coucher. Puis, ben, j'ai jamais vraiment eu de problème de santé. Fait que, ben, je sais pas, c'est juste une anecdote, là, mais ouais. Ensuite, pour la quatrième question, il y a Ariane puis Sarah qui ont voulu savoir c'est quoi exactement une assiette équilibrée. Tu sais, quand je dis, ben, il faut que vous équilibriez tout ça dans votre repas puis aller chercher un petit peu de tout. Mais ça veut dire quoi exactement concrètement? Puis ça, c'est sûr que ça pourrait être une capsule à part entière, tu sais, comme vous expliquer tous les détails, tout ça. Mais juste grosso modo, là, si vous prenez votre assiette, vous la regardez, je vais même vous mettre un beau petit dessin à l'écran. Là. Si vous prenez votre assiette, vous pouvez déjà en partant mettre la moitié au moins de légumes. Mettez des légumes colorés, des beaux légumes verts, mettez des trucs sautés. Allez-y. Plein de légumes, ça c'est le premier point. Ensuite, les produits céréaliers vont prendre à peu près le quart de l'assiette. On va chercher des trucs qui sont riches en fibres, fait que du riz brun, du pain à grains entiers, des trucs qui sont vraiment comme soutenants. Ensuite, le quart qui va rester dans l'assiette, c'est pour les protéines. Choisir le plus possible les trucs qui sont végétariens, végétaliens, moins de viande possible, surtout moins de viande rouge. Si vous avez de la viande, moi c'est ça. La faire cuire dans des trucs qui sont pas trop gras, peut-être pas manger la peau, des choses comme ça, c'est sûr que c'est des recommandations de base. Là. Puis ensuite, normalement, on recommande un produit laitier en plus de ça. Mais personnellement, les produits laitiers, je pense qu'ils pourraient être intégrés dans la classe protéines, puis peut-être grossir un peu notre protéine. Fait que ça, c'est comme les recommandations. Ce que je vous montre le dessin, là, c'est comme le classique. Puis normalement, à ça, on peut ajouter un fruit si vous avez encore faim, comme en dessert, ou peut-être le transporter à la collation, puis compléter avec une autre source de protéines, juste pour vous assurer d'avoir une collation qui va être bien complète. Et on recommence pour le prochain repas après. La question 5, qui se trouve être une anecdote que Véronique a contée par rapport à une de ses patientes qui avait essayé un régime
hyper sodique, c'est bien ce qui était écrit, puis qui avait comme voulu perdre du poids avec ce régime-là. Ça n'a pas vraiment rapport avec les glucides, mais il fallait que je vous en parle parce que je sais pas si vous avez entendu ça quelque part, mais moi, régime hyper sodique pour perdre du poids, je comprends pas. Puis j'ai cherché justement pour voir si c'était moi qui n'étais pas dans les patates, puis qui avait comme pas vu la mode passer. Puis finalement, tout ce que j'ai trouvé, c'est que peut-être que c'est la dame qui s'est mépris avec le régime hyposodique, donc un régime qui contient peu de sodium, peu de sel, donc une diète qu'on recommande normalement aux gens qui font de l'hypertension. Puis, ben oui, ça peut fonctionner indirectement parce qu'en consommant moins de sel, ben on consomme moins d'aliments salés. Et c'est quoi les aliments salés? Normalement, le restaurant, les produits transformés, les croustilles, des trucs de même, donc des trucs vraiment comme pas bons pour la santé. Puis plus on en consomme, plus, oui, on consomme de calories, c'est logique, on peut prendre du poids, mais aussi plus on a soif, parce que le sel, ça donne soif. Parce que quand il arrive dans notre sang, le sel, ben il faut qu'il soit dilué. Parce que quand il y a trop de sel dans notre sang, notre corps fait comme « Oh mon Dieu, il y a trop de sel! » Il appelle de l'eau. Là, pour appeler de l'eau, s'il n'y en a pas dans votre corps autrement, il va en appeler pour que vous en buviez, là. Fait que là, il va dire « bois quelque chose ». Et quand il dit « bois quelque chose », peut-être que vous allez avoir envie de boire une boisson gazeuse super sucrée par-dessus le tout. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas la meilleure idée du monde. Donc, vous allez prendre des calories de plus à cause des aliments qui sont salés puis gras, puis vous allez prendre des calories de plus à cause des boissons sucrées ou du jus ou n'importe quoi que vous buvez par-dessus. Donc ça, c'est sûr que c'est comme pas cool pour ce qui est de consommer du sel. La dernière chose qui peut aussi entrer en jeu dans les régimes qui sont faibles en sel, c'est en lien avec les neurotransmetteurs, donc ce qui donne du plaisir dans notre cerveau quand on mange. Il paraîtrait que quand on mange des aliments salés, on a plus de ces molécules-là dans notre circulation et ça fait plus de plaisir. Donc oui, on mange plus, donc c'est juste logique. Puis ben ça, c'est comme un autre principe qui rentre en jeu, qui pourrait peut-être faire en sorte qu'une diète qui est un peu plus faible en sel pourrait peut-être plus bénéfique pour avoir un poids plus stable ou en tout cas pour peut-être perdre du poids éventuellement. Donc je pense que c'est pas mal tout pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, commentaires, des idées, vous écrivez ça dans les commentaires comme d'habitude. Je vais vous lire et je vais prendre tout en considération pour ce que je vais faire dans le futur. Ensuite, n'oubliez pas de mettre un thumbs up à la vidéo si vous avez apprécié. Ça m'encourage vraiment de voir que vous avez de l'intérêt à écouter mes capsules. Je trouve ça vraiment cool. Puis ensuite, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis on va se revoir bientôt. Bye! Je voulais aussi mentionner que je vais faire une capsule sur What the Health. Ça fait 1000 fois que je dis que je vais le faire, mais je veux le faire sur What the Health. Mais en tout cas, au moins le faire sur le végétalisme. J'ai vraiment l'air nouille. Faut que je m'en aille, faut que je suis fatiguée, je pense. Je pense que je suis fatiguée. J'ai un micro, les amis!